Chers téléspectateurs, bienvenue à vous de convaincre sur Global Africa, chaîne qui donne la parole aux experts et aux acteurs influents pour décortiquer les enjeux africains. Je suis Roka Rolin Landong et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un invité de marque, Wilfrido Meshiba, ancien cadre du parti politique URCA. Il a laissé la politique pour se tourner vers l'entrepreneuriat en reprenant sa thèse. Bonjour Wilfrido. Bonjour Roka. Bien qu'il ne soit plus strictement indirect concerné par la politique, mais vous restez avisé, observateur de la vie politique dans votre pays, la République centrafricaine. Alors, d'entrée du jeu, nous allons aborder les événements récents dans le pays. Beaucoup de voix s'élèvent pour dénoncer les arrestations des leaders politiques, pour, entre autres, Dominique Yandoka, le député du 4e arrondissement, et tout récemment, le leader de BRDC, Crépin Bolingumba, Maître Crépin Bolingumba. Quelle est votre lecture par rapport à cette situation avant de commencer de rentrer dans le vif du sujet? Oui, je pense que la Centrafrique est dans une situation encore post-conflit. Aujourd'hui, beaucoup de crispations au sein du pays. La population n'est plus vraiment concernée par des questions politiques. Et donc, toutes les polémiques que nous avons et que nous traitons dans les médias, sur les médias sociaux, je pense que ça concerne une partie de la population seulement qui se sent engagée. Mais la population centrafricaine qui a vécu des crises politiques, des crises militaires, des crises sécuritaires depuis très longtemps, est plus préoccupée par sa situation personnelle, sa vie de tous les jours. Comment trouver des moyens pour sa subsistance, comment préparer l'avenir de ses enfants. Et donc, toutes les polémiques politiciennes qui se déroulent au sein du pays, je pense que ça concerne une partie de la population. Ceci dit, la situation du pays n'est pas encore complètement stabilisée, puisque économiquement, la crise perdure. Vous savez, il y a beaucoup d'acteurs en Centrafrique qui ne souhaitent pas une reprise de l'activité économique. Il y a des poches de résistance des groupes armés à travers toute l'étendue du territoire, en tout cas dans des coins qui sont reculés, et donc ils perturbent la circulation des biens, la circulation des personnes, et cela met un frein quand même assez important à la circulation, à l'économie intérieure du pays, au brassage, au voyage, à la circulation des populations. C'est un frein notable qui n'aide pas forcément au développement du pays et au relèvement du pays. Ce sont les points principaux que nous avons aujourd'hui. Mais la pacification est en cours et je pense que très rapidement, le Centrafricain... Vous y croyez vraiment? J'y crois. Alors qu'aujourd'hui même, on vient d'apprendre qu'au nord, il y a un village qui a été récupéré par les rebelles de CPC. Oui, mais ce sont des soubresauts les soubresauts de l'insécurité. On ne peut pas s'attendre à ce que les acteurs, les groupes armés qui ont pris les armes puissent aussi déposer les armes par bonne foi. D'ailleurs, en Centrafrique, nous n'avons jamais connu cela. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que cela va arriver. Oui, il y a encore de l'insécurité, mais c'est du fait des groupes armés, des bandes armées qui écument les routes, qui sont plus dans du banditisme aujourd'hui que de l'occupation du territoire. Et donc, oui, il faut travailler à résorber cette situation, puisque ce n'est que par la solution sécuritaire que le pays pourra plus facilement se concentrer sur son développement. Parlant de sécurité, mais bien avant, comme je le disais tantôt, à l'entame de cette émission, vous étiez dans la politique, cadre dans ce parti politique, l'URCA. Et est-ce que pour nous dire, il faut que nos téléspectateurs sachent quand même qui est Wilfrido, pourquoi laisser la politique et vous tournez le dos carrément, mais vous êtes toujours là, réactif par rapport aux sujets sociopolitiques dans votre pays? Vous savez, et qu'est-ce que vous êtes devenu depuis que vous avez quitté votre parti? Oui, bon, mon cas personnel, je pense que ça n'intéresse pas grand monde, mais ce qui se passe, c'est que quand on s'engage en politique, il faut savoir pourquoi on le fait. Beaucoup le font parce que ça leur offre une situation temporaire dans laquelle ils ont l'exercice du pouvoir pour se mettre plein la poche. D'autres, ils vont pour des convictions. Et moi, je m'étais engagé dans un parti politique parce que nous prônions le renouveau dans l'objectif de mettre en place, de mobiliser toutes les intelligences du pays pour porter des projets de... Est-ce que vous avez été déçu? Oui, si je suis parti, c'est qu'on s'est rendu compte que les fondations avaient été faites de mortier, c'est pas du béton. Les fondations étaient fragiles. Et si les fondations sont fragiles, peu importe l'énergie que vous mettez dans l'embellissement et dans le crépissage et dans la consolidation des murs, votre édifice tombe. Et c'est ce que nous observons aujourd'hui parce que le parti n'a pas résisté à 2 échecs. Sachant que ce parti, il a fêté ses 10 ans l'année dernière, l'année prochaine, ça fait 11 ans que ça existe. Donc,
avoir perdu de vue ses objectifs en l'espace de 10 ans, en l'espace de 2 élections, ça montre aussi que voilà, il y a le fondement idéologique n'était pas suffisamment les militants n'étaient pas persuadés de cela. L'exercice n'a pas été fait en profondeur. Moi, j'ai tourné le dos à l'action politique engagée pour la simple raison qu'en Centrafrique, et ça c'est un constat général que je fais, et ça s'applique aujourd'hui à la classe politique que selon je vois quelles ont dans été les l'opposition. causes de ces échecs à 2 reprises? Ben, Pourquoi les Centrafricains n'ont pas adhéré au projet de l'URCA, c'est-à-dire ce parti des rénovateurs? Oui, alors vous allez me garder longtemps sur l'URCA, mais je pense que l'URCA a été mal conçu. L'URCA a été conçu sur les bases des héritiers de Patassé, du feu président Patassé. Beaucoup de gens qui sont arrivés à la politique sans avoir milité et qui ont considéré que l'occasion était trop belle pour prendre le pouvoir et revivre les rêves d'antan, à l'époque où le président Patassé était au pouvoir. Et les déceptions qui sont venues parce que le pouvoir n'a pas été conquis, on a amené certains dans une certaine aigreur, dans une perte des repères. Et cette perte de repères ne correspond pas à la vision que moi je pouvais déployer pour la politique, puisque de toute façon, on ne fait de la politique que pour améliorer les conditions sociales d'un pays. C'est pour cela que nous nous engageons. Et je me suis retiré de la politique parce que je considère que c'est un moyen pour améliorer les conditions sociales d'un pays, mais un autre moyen aussi, c'est de s'engager aussi à titre individuel dans la société en faisant des propositions projets par exemple, pour permettre aux populations, en donnant du travail, en s'investissant, en développant des pôles d'activité pour dynamiser l'économie. Monsieur Meshiba, vous avez combattu le programme du président Touadéra pendant un moment. Aujourd'hui, je vois que vous avez changé de fusil d'épaule. Vous comprenez maintenant où est-ce que M. Touadéra, le président Touadéra, va aller avec la République centrafricaine? Plus ou moins, si on suit bien vos interventions sur les réseaux sociaux ou sur n'importe quelle plateforme. Nous avons été longtemps des enfants de la République centrafricaine qui a grandi avec le contexte historique où la vérité venait d'ailleurs et nous n'étions que des exécutants de cette vérité qui nous étions imposée. Nous n'étions pas des concepteurs de la solution centrafricaine. Nous ne l'avions jamais été. Et même quand nous étions dans les engagements politiques, oui, nous avions nos idées, mais dans la mise en œuvre, il fallait quand même avoir les avis de censeurs qui venaient nous dire, bon, ben voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Aujourd'hui, la plupart... Est-ce que, dites-moi, quand on est dans l'opposition, on doit d'emblée dire que ce que fait la majorité est mauvais. Ben c'est la situation qu'on observe. Non, j'ai jamais été de ceux qui jouaient le pourrissement. D'ailleurs, je pense que non. Non, j'ai jamais été de ceux qui jouaient au pourrissement parce que moi, quand j'étais militant engagé au sein de l'URCA au cadre du parti, ce que je faisais, c'est que j'appelais à un sursaut national. J'appelais à la convergence des bonnes idées nationales pour pouvoir mettre dehors les groupes armés qui combattaient le pays. Mais là où une des illustrations de la fracture qui est arrivée avec l'URCA, c'est qu'au moment où le chef de l'État a demandé ce sursaut patriotique pour combattre la CPC, beaucoup, dans un calcul électoraliste, ont considéré que le mouvement armé était une solution possible pour renverser le pouvoir et remettre les compteurs à zéro. Qui vous a... Ben oui, moi je suis un républicain convaincu. Je ne peux pas adhérer à ce genre de démarche. Je ne peux pas non plus donner l'impression de cautionner cela. Donc voilà, il y avait une fracture idéologique fondamentale qui a été apportée par la naissance de la CPC, dans des conditions où j'étais un acteur plutôt présent sur le territoire. Donc j'ai vu ce qui s'est passé et je n'ai considéré que cela ne correspondait pas aux aspirations du peuple centrafricain, ni aux intérêts du peuple centrafricain, ni à ma perception de l'action politique que je dois déployer. Sachant que quand on s'engage en politique, on s'y engage corps et âme, moyens intellectuels, moyens financiers. Je ne pouvais pas donner caution à ce positionnement, pas forcément affirmé, mais silencieux, taiseux sur une action de déstabilisation orchestrée à des fins qui étaient inavouables. Voilà. Revenons à ma précédente question, les récents événements sociopolitiques, des arrestations. Certaines voix s'élèvent pour dénoncer cela, pensant qu'il y a des rebelles qui se trouvent au sein du gouvernement. Ceux-là ne sont pas inquiétés et que ce sont les fils et les filles du pays qui sont inquiétés par le gouvernement actuel. Qu'en pensez-vous? Je pense que la Centrafrique est dans une situation qui reste encore délicate. Il y a des acteurs qui ont signé l'accord de paix de 2019, l'accord de Khartoum, et qui aident aujourd'hui à rétablir, à pacifier le pays.
Je pense que le temps de la justice... Est-ce qu'on peut vraiment dire les choses telles qu'elles sont, sans langue de bois? Vous pensez à qui? Vous savez, je ne suis pas aux affaires, je ne suis pas dans les secrets de la justice. Vous pensez qu'Hassan Bouba est en train de négocier pour que la pacification vienne? C'est un Tchadien, bien entendu, il faut le dire. Mais, vous savez, les relents xénophobes, il faut aussi savoir les éviter. C'est pas la xénophobie, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Vous avez peur de dire qu'Hassan Bouba est un Tchadien qui est dans le gouvernement centrafricain? Mais je ne connais pas Hassan Bouba. Alors, c'est le bras... Je n'ai jamais... Il fut le bras droit d'Ali Darassa, si vous ne le savez pas. Non, aujourd'hui, il est dans le gouvernement. Non. Parlons des choses qu'on sait. Nous avons vu la pièce d'identité de M. Darassa. Oui, il est français, il est centrafricain? Non, M. Darassa, on sait qu'il est nigérien. Monsieur Hassan Bouba, vous savez, la frontière entre la Centrafrique et le Tchad est peuplée de gens que nous avions... Bouba est un centrafricain? Il peut potentiellement être centrafricain, je n'en sais rien. Je pense qu'il est au gouvernement. Il parle pas sango? Mais moi, j'ai des grands-parents qui ne parlaient pas sango. D'accord. J'ai des grands-parents qui ne parlaient pas sango, ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas centrafricains. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la question nationale et la préférence nationale amènent certains centrafricains à avoir un discours identitaire pour peut-être, expurger un certain nombre de fragilités, de rancœurs, de difficultés qui ont été connues. Mais je pense que c'est un discours qui nous piège et qui nous ramène à des bas instincts. Nous avons un pays à construire et il faut le faire avec les forces vives de la nation. Ceux qui doivent être passés devant la justice passeront devant la justice. Et je pense que le chef de l'État l'a très bien dit. Il n'est pas question de donner blanc-seing à qui que ce soit pour finalement le récompenser d'avoir égorgé des Centrafricains. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est qu'il y a une temporalité. Aujourd'hui, en temps de guerre, ce n'est pas tout le monde qui passe en justice. Il y a le temps de la guerre, il y a le temps de la paix, il y a le temps de la justice, il y a le temps pour épancher les douleurs, etc. Tout à fait. Donc je pense que chaque chose en son temps. Mais nous parlons d'un cas qui a été médiatiquement diffusé et que nous connaissons tous. Mais ce cas-là, je pense qu'il ne va pas échapper à la justice. Mais il ne faut pas non plus confondre finalement le temps des médias, le temps des réseaux sociaux, le temps de la réaction des émotions avec le temps pour bâtir un pays. Nous savons que la justice a fait son travail, mais ce monsieur n'a pas été inquiété. Mais la justice a fait son travail. Vous suivez tout comme moi l'actualité centrafricaine. La justice n'a pas terminé son travail. Donc je pense qu'il faut laisser le temps à la justice de faire son travail, aux institutions de faire leur travail. Avant de revenir sur votre projet entrepreneurial, parce que... Mais vous avez parlé des acteurs centrafricains et je pense que vous parliez de M. Yandeka et de M. Bolingumba. Tout à fait. Ce sont des cas qui sont complètement différents. En quoi c'est différent? Le cas de M. Bolingumba, par exemple, c'est une histoire, c'est un problème entre des acteurs centrafricains de la vie civile. D'ailleurs, quand il a été arrêté, il a été déporté c'est le leader politique, oui, c'est un leader politique, il a un parti politique, ce monsieur. Être politicien ne vous donne pas une immunité devant les forfaitures de la vie. Mais la justice vient de le libérer sous... Oui, mais la justice l'a remis en liberté provisoire, ce qui est une procédure complètement normale. Dans quel pays est-ce que vous avez vu un prisonnier politique remis en liberté provisoire? M. Bolingumba, quand il a été arrêté, il a été arrêté à l'Office de répression du banditisme. Il n'a pas été... Pour vous, c'est un bandit? Non, je vous indique... Pourquoi ce choix non, mais de l'OCRB? Je ne l'ai pas, je ne l'ai pas arrêté, je n'ai pas donné instruction pour qu'on l'arrête puisque je n'en ai pas qualifié. Donc je ne saurais pas vous dire pourquoi ce choix. Oui. Mais ce choix, ce choix, il est fait en général quand quelqu'un est accusé d'avoir causé du tort à autrui, d'avoir spolié quelqu'un, d'avoir... en tout cas, ce sont des cas, je ne suis pas juriste, donc je ne saurais pas vous donner les termes, mais ce sont des cas qui opposent des individus avec peut-être un relent de banditisme ou de spoliation. L'OCRB est spécialisé uniquement là-dessus. Donc, si M. Bolingumba a été emmené à l'OCRB, ça nous donne une indication pour l'interprétation du motif pour lequel il a été arrêté. Et d'ailleurs... L'acte d'accusation qui a été porté devant la justice, qui a été présenté le 3 mars dernier, n'a aucunement fait cas d'une accusation pour une raison politique. Or, en Centrafrique aujourd'hui, les acteurs politiques... Oui, outrage à magistrat, accusation pour dénigrement, voilà, c'est des motifs pour lesquels il a été accusé. Alors que la justice a été prompte à le faire ou n'a pas été prompte à le faire, ça c'est un autre sujet, mais il ne faut pas confondre. Et le cas et vous savez, en Centrafrique... Qui dispose encore de son immunité parlementaire, qui est aujourd'hui encore en prison et d'après certaines informations, qui est malade dans sa cellule.
qui souffrent. Monsieur Andoka, c'est un cas qui est particulier, qui touche à la question de la sécurité. Je ne maîtrise absolument pas ce sujet. Oui. Ce que je voulais dire ici, c'est que Andoka, j'ai une amitié certaine pour ce frère. Je ne sais pas dans quoi il a été embarqué, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. J'ai bon espoir que la justice va lui rendre justice et s'il a été coupable de quelque chose, mais que la justice passera. Mais malgré tout, nous restons des humains et je pense qu'il faut tenir compte de sa situation de santé s'il est malade et lui donner les meilleures conditions pour qu'il se soigne et que la justice se prononce assez rapidement sur son cas. Nous allons parler de la stratégie du président centrafricain sur la politique internationale, la diplomatie, on va dire. Le président a opté pour une stratégie de collaboration avec des grandes puissances. Et des grandes puissances qui sont des adversaires. Tout le monde le sait, la Russie et les États-Unis qui s'affrontent sur le territoire centrafricain. Vous, en tant que centrafricain, nous savons que les Russes étaient là depuis 2017 pour aider le gouvernement centrafricain. Ensuite, il y a eu de la pression sur l'administration Touadéra, sur Touadéra lui-même, pour qu'il s'en débarrasse. Aujourd'hui, nous apprenons qu'il y a une société privée de protection ou de formation paramilitaire, Bancroft, qui se trouve sur le territoire centrafricain. Est-ce que, selon vous, c'est une bonne manière de faire la politique ou de la diplomatie en mettant sur un terrain des adversaires qui ne s'apprécient pas? Vous savez, ce qui devrait diriger tous les leaders centrafricains, ce sont les intérêts des Centrafricains. Ce n'est pas les intérêts des partenaires de la Centrafrique. Je pense que ça devrait être notre ligne de conduite. Et nous devrions apprécier les actions posées par le gouvernement centrafricain, par les dirigeants centrafricains, à l'aune de nos propres intérêts à nous. Pas de ceux des autres, pas de ceux des grandes puissances. Les grandes puissances sont des grandes puissances, elles se sont faites. Vous savez, la Centrafrique est un pays qui n'a jamais existé sur la scène internationale. Il vous est arrivé, il m'est arrivé, et quand on parle de la Centrafrique, on nous demande quel pays c'est. Voilà, c'est un vrai problème. Ce pays n'a jamais existé sur la scène internationale. Les gouvernants centrafricains n'ont jamais fait de la Centrafrique un acteur de la scène internationale. Et ce qui s'est passé depuis quelques années, c'est que la Centrafrique a commencé à vouloir parler d'elle-même, à sortir d'une relation exclusive pour bâtir des relations avec plusieurs acteurs. Le président Touadéra l'a dit plusieurs fois, la Centrafrique est ouverte à tout le monde. Et je pense qu'il faut travailler à ce que tous les acteurs qui ont des intérêts en Centrafrique, ou qui faire venir les gens qui ne s'apprécient pas sur le territoire, c'est pas transformer... que les gens ne s'apprécient pas, ce sont leurs problèmes. Non, mais que les gens ne s'apprécient pas, c'est leur problème. Vous savez, à Djibouti, il y a une base française, une base chinoise, une base américaine. Et il y en a d'autres. Les Américains et les Chinois vont potentiellement se faire la guerre dans quelques années. Mais ce n'est pas le problème des Djiboutiens. Pourquoi les Djibouti est différent de la Centrafrique? Nous pourrions faire avec tout le monde. Le problème n'est pas là. Le problème, vous savez, Djibouti non plus. Oui, mais cette question que vous posez, c'est une question que les Centrafricains, qui restent quand même assez attachés à la relation bilatérale que la Centrafrique a historiquement eue avec des pays du bloc occidental, développe. Mais la Centrafrique a aussi développé des relations avec des pays qui n'étaient pas du bloc occidental. La Centrafrique a été pendant longtemps un pays non allié, non aligné. Et donc, ce n'est faire injure à personne que de réaffirmer cette position de non-alignement. Aujourd'hui, la Centrafrique avait des problèmes sécuritaires. Ceux qui avaient le moyen, la volonté, l'énergie pour venir aider la Centrafrique à résoudre son problème sécuritaire, ils sont venus, ils l'ont fait avec les moyens qu'ils avaient, bien, mal, avec de l'eau boueuse, avec de l'eau propre. En tout cas, aujourd'hui, les gens peuvent circuler, même si de temps en temps, les gens se font attaquer. Nous n'avons plus de préfectures, de villes importantes contrôlées par des groupes armés. Parce que la viabilité d'un pays passe aussi par le fait qu'il contrôle ces villes et que l'administration soit capable de se déployer partout. Mais pendant 30 ans, nous n'avions pas eu cela, avec notre relation bilatérale privilégiée que tout le monde adule. Aujourd'hui, nous essayons de reconstruire une nouvelle relation avec plusieurs poches. La Centrafrique n'a pas qu'un besoin sécuritaire. La Centrafrique a un besoin sécuritaire, un acteur capable de répondre à ce problème, mais s'y intéresse. Mais la Centrafrique a un problème énergétique, a un problème avec de l'eau, problème d'éducation, santé, etc. Mais rien n'empêche les différents acteurs qui nous adorent tant
et qui veulent rester dans une relation bilatérale, exclusive, de se dire, nous avons des scrupules à aller sur tel terrain, mais comme nous vous aimantons, nous allons sur ce terrain-là. Vous parlez de la sécurité. Mais je parle de la sécurité. Ce qui nous amène à dire, effectivement, il y a la sédentarisation, le retour des populations dans leurs localités respectives, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de naissances, ce qui va nous amener tout à l'heure à parler de la démographie. Vous qui êtes statisticien, donc nous avons eu les données de la direction des statistiques nationales. Oui. Il y a eu une croissance, selon les études récentes, de la population centrafricaine passant de 5 millions à 6 millions 400 000. Oui, mais cela reste faible. Quelle est votre lecture en tant que statisticien et dans le domaine? Vous maîtrisez un peu plus vous savez, par rapport à ce bond et quels sont les enjeux pour le lendemain de ce pays? Vous savez, nous avons besoin de développer un marché intérieur. Nous sommes un pays enclavé, très vaste, avec des grandes distances pour relier les pôles de population. La Centrafrique, pour 6 millions d'habitants, 6 millions, bientôt 6 millions 500 000 habitants, a une densité de 10 habitants au kilomètre carré. Alors que Bangui a presque 22 000 habitants au kilomètre carré. Nous avons un pays vaste qui est extrêmement sous-peuplé. Cela ne nous aide pas dans le développement économique, cela ne nous aide pas dans le développement du marché intérieur, parce que les produits qui sont produits dans le nord devraient pouvoir être consommés dans l'extrême sud-ouest, etc., etc. Mais nous n'avons pas cette possibilité. Donc, c'est un bon constat, mais ce constat, il est dû à quoi? En 2010, comment dirais-je, le taux de mort à la naissance a baissé. Taux de mortalité. Le taux de mortalité. En 2010, nous avions 108 enfants qui mouraient à la naissance pour 1000 naissances. Aujourd'hui, nous ne sommes plus qu'à 82. C'est l'indice fondamental qui explique cette croissance de la population que nous avons aujourd'hui. Mais vous voyez, il y a 82 morts pour enfants, morts pour 1000 naissances. Ça reste encore extrêmement élevé. Tout à fait. Et donc, il faut travailler beaucoup sur les conditions sanitaires, dans les maternités, la prise en charge des femmes enceintes, la prise en charge des enfants malades, les personnes qui ont des maladies chroniques, etc. Donc le défi, il est assez important. Et d'ailleurs, pour en revenir à la communauté internationale, le président de la République, depuis très longtemps, je pense qu'il est le seul président à avoir autant assisté à des événements internationaux. Cela marque aussi le retour de la Centrafrique. Il voyage trop, il dépense l'argent du pays. Mais ce que je disais, c'est que la Centrafrique n'a jamais été présente dans les rendez-vous internationaux, ce qui fait que le pays n'est pas connu, ses problèmes ne sont pas connus. Aujourd'hui, il y a un effort qui est fait pour mettre de l'huile dans les rouages de la diplomatie centrafricaine. Et cet effort est porté par le chef de l'État. Je pense que c'est une bonne chose, parce que ça permet quand même de trouver dans des tribunes, parler de la Centrafrique, même si nous ne voyons pas les résultats immédiatement, mais je pense que nous aurons les résultats de cet engagement. Parce que c'est important pour la Centrafrique. C'est comme cela que des pays amis peuvent tisser suffisamment de liens pour s'intéresser à la situation du pays, de venir investir dans le pays. Et d'ailleurs, il ne vous a pas échappé que le siège de l'Afrique pour les BRICS va être installé à Bangui. C'est aussi le résultat de cet investissement dans la diplomatie qui commence à porter ses fruits. Mais vous et moi, nous serons comptables des résultats de cet engagement. Investissement, entrepreneuriat, c'est ce que vous avez fait. Oui. Vous avez tourné le dos à la politique. Oui. Vous êtes aujourd'hui doctorant, oui. mais aussi entrepreneur. Oui. Vous avez laissé la politique pour vous orienter vers l'entrepreneuriat et reprendre votre thèse, comme je le disais. Pouvez-vous nous parler un tout petit peu avant de conclure cet entretien de votre nouvelle vie et partager votre vision par rapport à l'entrepreneuriat en Centrafrique et quelle est votre vision par rapport à la jeunesse? Mais je pense que, alors, j'ai constaté que beaucoup de mes amis, à l'époque, quand j'étais à l'université de Bangui, nous travaillions pour être fonctionnaires. Beaucoup aujourd'hui se sont lancés en entrepreneuriat. Ils ont des petites entreprises partout dans Bangui et cela marque aussi un changement de mentalité dans la population centrafricaine. Une des choses qui manque, c'est le décisionnel en Centrafrique. Vous savez, quand on nous dit « Ah oui, tout le temps, il y a des inondations », ailleurs, dans d'autres pays, les gens ont des modèles statistiques qui permettent d'anticiper les inondations. Regardez, par exemple, les phénomènes cycliques de précipitations, etc., pour pouvoir prévenir ces choses-là. Et nous avons un déficit assez important en matière de décisionnel en Centrafrique. C'est pourquoi j'avais lancé ma société qui s'appelle Digital, parce que finalement, le décisionnel, il vient de quoi ?
il vient de tous les processus informatiques qu'on met en place pour traiter des données, les collecter, les transformer et ressortir des tableaux de bord pour permettre aux décideurs d'avoir des éléments quantitatifs sur les événements qui ont été constatés. Et donc, nous travaillons là-dessus, mais je travaille sur beaucoup d'autres sujets avec des partenaires, notamment sur le domaine de l'énergie, le domaine de l'état civil et bien d'autres choses. Parce que je pense que c'est à travers cet investissement que chacun apporte un plus au pays. Il ne s'agit pas de jouer au pourrissement dans la classe politique en attendant son tour pour pouvoir mieux faire comme par baguette magique. Non, il faut essayer de faire. Et peut-être le jour où on sera en mesure d'impulser une direction, l'expérience acquise par les exemples, par l'expérience acquise peut permettre à ce moment-là d'améliorer et de prendre les bonnes décisions. Voilà un peu ce que je fais. Je pense que pour mon doctorat, ça n'intéresse pas grand monde. Un grand merci à vous, M. Wilfrido Meshiba, pour vos analyses éclairantes. Merci. Si j'ose dire, chers téléspectateurs, restez avec nous pour des discussions approfondies et perspectives sur les enjeux africains. C'était à vous de convaincre sur Global Africa. Merci et à la prochaine.